Alors nous sommes le samedi 19 septembre. Bonjour à toi Julien Alavena. Merci de prendre du temps pour répondre à nos petites questions. Tu es doctorant en sciences politiques à l'université Paris 8, et tu as rédigé un livre qui s'appelle L'hypothèse autonome, paru aux éditions Amsterdam. Le livre est-il déjà paru ou il va sortir incessamment? Oui, il est sorti le 10, il y a une semaine. Il est sorti il y a une semaine, d'accord. Alors, tout d'abord, il faut le savoir, tu vas venir ici à Genève présenter le livre. Ce sera au Silure. Donc le Silure, c'est un centre culturel qui se situe aux 3 Sentiers des Saules à Genève. Ce sera le 26 septembre à 20h, c'est bien ça? C'est ça, samedi prochain. Samedi prochain, exactement. Alors, pour les personnes de Genève qui nous écoutent, le Silure, eh bien, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, on y accède avec le tram 14 vous y mène tout de suite, tout près. Et donc, ce sera, on le rappelle, le 26 septembre à 20h. Alors, le livre, c'est L'hypothèse autonome. Je vais citer un petit bout, je crois que c'est l'éditeur qui a fait cette présentation-là. Et puis on va commencer comme ça, pour entrer en matière. Alors, des années de plomb italiennes, au mouvement des squats, en passant par les luttes antinucléaires, homosexuelles et féministes, le livre retrace la généalogie de cette hypothèse stratégique au ras des expériences qu'elle a nourries. Il met ainsi au jour ses apories originelles et fraie les voies de leur dépassement. Alors, peut-être qu'il vous faudrait déjà que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises ta trajectoire et pourquoi tu t'es intéressé à ce thème-là qui est quand même, peut-être pas quelque chose qui est aussi évident que cela. Oui, bien sûr. Alors pour commencer, je vais revenir sur la façon dont tu m'as présenté, ça peut être une bonne introduction, sachant que, donc oui, effectivement, je suis inscrit en thèse, mais comme plein de gens qui ont ça comme support financier, parce que j'ai une bourse, mais ma thèse ne porte pas du tout sur l'objet du bouquin. À vrai dire, s'il y a un lien entre l'université et mon bouquin, c'est que j'avais fait un mémoire en M2, c'est un mémoire d'1 an, donc c'est un peu petit, c'est pas du tout le bouquin, sur la réception française des mouvements autonomes italiens dans les années 70. Et donc, évidemment, ça m'a fait m'intéresser à tout un chose. Alors, je vais revenir avant sur pourquoi j'ai fait ce mémoire, pourquoi je m'étais intéressé. Et finalement, il ne reste de ce mémoire-là qu'un chapitre dans le bouquin, qui est celui plus précisément sur les groupes autonomes français dans les années 70. Donc voilà, et je tiens à ce que, j'ai tenu en écrivant à ce que ce ne soit pas un bouquin de facture universitaire. C'est-à-dire que moi j'ai une formation. Tu m'entends? Oui. Entendu, ok. C'est-à-dire que moi j'ai une formation d'historien et je suis inscrit en sciences politiques, mais je fais essentiellement de l'histoire et des sciences sociales. Alors il y a moi des méthodes qui sont très chères, qui sont d'une certaine façon qui apparaissent dans le livre. La question de l'histoire d'en bas, la question de l'anthropologie anarchiste. Enfin, bref, la question de s'intéresser avant tout à ce que les acteurs vivent quand on s'intéresse à un terrain et non pas à des théories macro qui viennent écraser la vie ou l'expérience des gens en situation. Donc d'une certaine façon, la façon dont j'ai abordé l'autonomie dans le livre, ça transparaît dans la manière que j'ai eu d'écrire le livre. Mais bon voilà, il ne respecte pas ni la méthodologie universitaire, ni la tonalité ou le registre d'écriture universitaire. Il y a des sources, des fois, c'est des sources universitaires, mais voilà, c'est pas un registre compatible du tout avec l'université. J'essaie que ce soit le plus grand public possible. Quand il y a un mot compliqué, je l'explique aussitôt, en amont ou en aval. Voilà. Très bien. Et donc ensuite, pour faire un peu plus la généalogie de ce livre, oui. Donc moi j'ai rencontré la question autonome en 2016 quand il y a eu le mouvement contre la loi travail en France, où en fait moi déjà à cette époque-là, j'avais comme beaucoup de jeunes intellectuels, un goût pour les pensées radicales, notamment, moi, mon gros truc en fait là-dedans, ça a été les situationnistes. Et donc moi, en 2016, j'étais encore vraiment plongé dans cette tradition-là. Il y a le mouvement, je le rejoins, je rencontre des gens, etc. Et parce qu'en AG, il y avait notamment ce bon vieux Orestes Scalzone qui parlait beaucoup de l'autonomie. Et donc, on est tout plein de jeunes à ce moment-là à avoir découvert la séquence italienne que, en fait, à moins
à moins d'être spécialiste du sujet, très peu de gens connaissaient à l'époque. Et donc on est plein de jeunes à ce moment-là, enfin plein, je connais une dizaine au moins qui sont vraiment plongés là-dedans. Sauf que voilà, moi j'ai un peu plus accentué mes recherches sur cette question-là, à la fois dans des recherches entre copains, des recherches, donc, comme je disais, universitaires et ce mémoire, mais c'était plus sur la question française. Et donc ça fait maintenant 3-4 ans que du coup je m'intéresse à la question. Et à un moment donné, donc j'avais fait quelques articles sur Internet, notamment sur le site Période, et à un moment donné, les gens des éditions Amsterdam donc, sont venus m'ont contacté, ont eu mon contact, et m'ont demandé le livre qui est sorti là. D'accord. Voilà pour les généalogies. Si tu veux que j'en discute, dis-moi. J'ai pas bien compris le dernier morceau de ta phrase. Ah, je t'ai dit si tu veux que j'aborde par un autre axe. Alors, on va parcourir tout ça certainement. J'aimerais juste revenir quelques instants sur voilà la notion de situationnisme dont tu viens de parler. Ouais. Donc pour toi, c'est un petit peu un point de départ. Le situationnisme, est-ce le cas? Et héritage et héritier du situationnisme, pour toi, qui sont-ils? Quels sont-ils? Est-ce que par exemple, oui. Vas-y, je t'écoute. Oui, est-ce que par exemple, voilà, est-ce que dans l'expression des Gilets jaunes, par exemple, est-ce qu'on y retrouve certaines valeurs ou certaines pratiques qui auraient pu être celles des situationnistes? Alors, je ne pense pas sinon à la marge, mais disons qu'il y a, par contre, dans l'autonomie, on les retrouve, et on retrouve aussi des éléments d'autonomie dans les Gilets jaunes, qui viendra après. En tout cas, c'est quelque chose qui ouvre et ferme le livre. Donc après, pour revenir plus à mon rapport à ça dont tu parlais, c'est-à-dire les situationnistes, c'est très séduisant quand on est moi, jeune, littéraire, et bon, une sensibilité voilà, un peu romantique qui, à travers les situationnistes, a été traduit en forme d'engagement politique révolutionnaire. Donc moi, je pense que je suis venu par là, parce qu'initialement, j'étais quelqu'un de plutôt littéraire. Et alors, donc, comment est-ce que... tu m'as dit quoi? C'est quoi les héritiers contemporains? Ouais. Ben, c'est très compliqué parce que tu as une très longue queue de comète du situationnisme qu'on retrouve dans tout plein de revues. Il y en a beaucoup dans l'art, ou plutôt dans l'anti-art, ou dans certaines avant-gardes, dans certains mouvements politiques contemporains. D'une certaine façon, je pense que la littérature radicale la plus connue, où il y a un très fort héritage situationniste, bien que critique, c'est celle du Comité invisible, certainement. Mais il y a plein de choses. Ça a vraiment été un truc qui a beaucoup essaimé autour de lui. Ça va, comme je disais, voilà, de l'art contemporain à l'autonomie. Alors bon, moi, c'était plus un point de vue... c'est-à-dire qu'il y a aussi une appropriation du marxisme, de toute une pensée critique chez les situationnistes, qui, moi, c'était plutôt ça ma porte d'entrée. D'accord. Oui, je te posais la question parce que si effectivement on prend deux parmi les figures extrêmement connues du situationnisme, on a Van Heegem qui continue d'écrire et qui, si j'ai bien compris, écrit et analyse, en tout cas propose une lecture par rapport aux Gilets jaunes dans leur diversité. Et il y a également la figure de Guy Debord qui, lui... a renoncé complètement jusqu'à son existence en faisant le constat que, on n'irait pas plus loin que ça, quoi. J'aurais voulu que tu nous définisses aussi ce que tu entends par mouvement autonome. Autonome et autonomisme, autonomie et autonomisme également, si tu veux bien. Oui, carrément. Oui, c'est très important. Alors, disons que c'est aussi pour ça que le bouquin s'appelle l'hypothèse. Je vais revenir dans quelques temps, mais bon, il y a, si on regarde l'histoire des 50 dernières années, il y a des phénomènes politiques qui soit se sont revendiqués de l'autonomie, soit ont été désignés comme autonomes, soit n'ont rien à voir avec une assignation ou une revendication, mais ont une forme qui peut complètement être comparée aux autres mouvements qui ont été assignés ou revendiqués autonomes. Donc quand moi je parle d'hypothèse, justement, c'est de faire un peu un pari que ces trois types de phénomènes ont en fait un dessin ou en tout cas une forme commune.
Donc, les mouvements dits autonomes, on va dire, alors je jongle un peu avec des trucs parce que l'historiographie n'a pas vraiment typologisé de façon très claire tout ça. Et donc on va dire que c'est des mouvements qui ne se sont pas forcément revendiqués d'autonomie, ça peut être des mouvements de squatteurs. En Italie, c'est les mouvements des autoréductions, qui consistent à donc soit baisser le prix de certaines marchandises ou certains services, soit les voler, soit des mouvements antimilitaires, qui sont des mouvements autonomes, des mouvements ouvriers évidemment, des mobilisations ouvrières. Donc on va dire que cette façon-là, où il y a des mouvements qui sont celles d'acteurs sociaux assez ordinaires, des ouvriers, des jeunes, qui s'organisent en dehors des syndicats ou des partis. Donc on peut les appeler mouvements autonomes. L'autonomie, c'est le moment où, notamment en Italie, plus tard en Allemagne, ce type de mobilisation se formalise, se double d'un discours d'auto-théorisation, de théorisation de leur propre pratique. En Italie, on parlait d'autonomia, donc d'autonomie. Donc, elle trouve d'autres formes d'organisation. Il y a eu des formes de partis ou de groupuscules autonomes, et avec donc une hypothèse révolutionnaire plus affirmée, plus formulée en tout cas, qui serait, alors si je dois la résumer en un mot, mais c'est peut-être maladroit, mais ce serait la révolution moins le pouvoir, en somme, moins la conquête du pouvoir, et surtout un certain rapport à l'immédiateté, l'idée qu'on va répondre à des besoins immédiatement. Ce qui incarne très bien le squat, par exemple, dont j'ai parlé. Après, autonomisme, alors moi, c'est la distinction entre autonomie et autonomisme. Je l'apprends à un autonome allemand qui signe ses textes sous le pseudonyme Geronimo. C'est un très bon livre, traduit en anglais. Moi, je ne suis pas germanophone, donc du coup, j'ai approché le terrain allemand par les bouquins anglais, pas par les bouquins traduits. Donc, un très bon livre traduit en anglais qui s'appelle Fire and Flame, de Geronimo. Et donc, pour lui, autonomisme, c'est le moment où... Alors, il y a un bruit, c'est bon. Autonomisme, c'est le moment où voilà, le phénomène d'organisation, de formulation plus consciente de quelque chose comme l'autonomie dérive en opinion. C'est-à-dire en des situations, des discours, des groupes organisés qui ont comme seul partage moins des pratiques, donc des pratiques de mobilisation autonome, de glace sauvage, de sabotage, de blocage, je sais pas quoi. Donc ça donne plus tellement à tout ça, mais on dit une opinion. Ce qui serait à dire, pour nous, la révolution, c'est ça. On écrit des textes dans ce sens-là, mais on ne s'organise pas immédiatement pour que ça soit une réalité quotidienne. Est-ce que tu réponds bien à ta question? Tout à fait, tout à fait. Alors, dans le livre, tu commences, il y a une exergue qui dit la chose suivante. Le désastre tient en ceci que depuis des générations maintenant, nous ne ratons pas mieux, point. Ça vient d'une lettre à un ami dans Déridé le désert. Alors, il y a quelque chose là de désespéré, de désespérant. Est-ce qu'on est dans le mythe de Sisyphe? Est-ce que sommes-nous condamnés à rééditer les biais, les failles, les échecs sans jamais dépasser l'horizon des événements? Oui, alors c'est très bien dit. Alors justement, ça me fait penser que le Déridé le désert en question, donc un livre de Daniel Denevers, qui est un des héritiers des situationnistes, qui a notamment publié en édition pirate, parce que Alice Beccaro s'y opposait, les débats de dissolution de l'international situationniste. C'est un document qui est quasi introuvable. Moi, je suis allé le voir en bibliothèque à Nanterre. Et qui est très très intéressant à de nombreux points de vue, donc c'est pas le sujet. Mais voilà, pour dire que justement, il y a comme ça des plumes qui demeurent. Et le bouquin de Daniel, d'ailleurs, Déridé le désert, sorti d'un petit éditeur, donc je suis un peu mis. C'est très intéressant. Et donc, il y a cette postface, il y a cette phrase donc, qui est moins camusienne, qui paraît limite de Sisyphe, que Becquetienne, rater encore, rater mieux, qui est finalement une phrase qui a repris le Comité invisible d'ailleurs, qui est une phrase de modestie, quoi, de bon, les mouvements ratent, depuis 50 ans, il s'agit de rater mieux, et non pas de vaincre, et donc ça pose aussi un peu les choses, non plus en termes de programme, mais de progression, pas du tout linéaire, mais faite d'erreurs, d'impasses, de dépassement des impasses, etc.
la question, le problème, justement, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans les milieux autonomes que moi je peux fréquenter, on est passé de cette position becquetienne à la position camusienne du groupe de Sisyphe. C'est-à-dire, on est en quelque sorte passé donc de cette modestie théorique de dire bon voilà, on produit des théories sur la situation présente. Elles sont dépassables, une situation de Debord justement que j'aime beaucoup, qui est les théories ne sont que des unités qu'on doit avancer et qui vont périr dans la guerre du temps, quelque chose comme ça. C'est-à-dire des choses dont on va se servir, mais qui n'ont pas vocation à être un programme éternel et transhistorique. Et selon ce qui se passe, est-ce que le mouvement est réprimé, est-ce que le mouvement réussit une action, est-ce qu'une expérience est bonne ou mauvaise pour les acteurs qui l'ont menée, et ben on va formuler d'autres choses, d'autres énoncés, et rater mieux. Alors que là, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène qui s'est développé, bah justement dans ce que je disais en introduction, en introduction de mon parcours, dans les milieux autonomes post-2016, phénomène qui, je pense, hélas, existait déjà avant. Moi, j'ai une théorie selon laquelle, en fait, il y a la structure du milieu autonome depuis 20-30 ans, c'est des groupuscules qui se bouffent la gueule les uns les autres. Et à un moment donné, il y a un mouvement social qui dépasse ces groupuscules, et il y a des nouveaux groupes, etc., qui naissent, qui sont très actifs, il y a une forte effervescence, c'était le cas en 2016. Et en fait, bon, à un moment donné, avec l'essoufflement du mouvement, ces jeunes forces vives s'essoufflent à leur tour, se décomposent, vont voir ailleurs, et les groupuscules initialement présents referment leurs griffes. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vu en France, c'est-à-dire qu'on est passé d'après 2017, où il y avait plein de jeunes, dont moi, mes copains, etc., qui se reconnaissaient pas tellement dans des idéologies, qui disaient beaucoup de choses, qui en discutaient beaucoup, à un milieu de chapelle avec des apélistes, des négristes, des communisateurs, alors en plus plein de noms que le grand public, y compris de gauche ou d'extrême gauche, ne connaît pas du tout, et qui s'entretuent par blog interposé. Et qui donc sont dans une démarche un peu sisyphienne, enfin au sens de Camus, où bah, ils ont cristallisé une certaine expérience historique et un certain discours en programme. Et à chaque nouveau mouvement, c'est pareil avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont apparus, on ne s'est pas posé la question de ce que ça voulait dire, on s'est posé la question de est-ce que ça rentrait dans les cases de l'idéologie ou pas. Et donc, du coup, ils ont fait la même chose que d'habitude. Et ça ressemblait fort, effectivement, à du Sisyphe. Donc voilà, pour resituer un peu cette citation qui est en exergue, et qui rentrait en dialogue, ça me semblait le meilleur point d'introduction dans le livre, parce que justement, je dis pas qu'un objectif, hein, je crois pas beaucoup c'est un peu autodestructeur de dire ça, mais je crois pas beaucoup dans les vertus de la littérature critique aujourd'hui, je le dis d'ailleurs en conclusion. Mais bon, pour moi-même en tout cas, et pour quelques copains avec lesquels je peux encore discuter, le livre avait un peu vocation justement à passer de cette rigidification idéologique que je constate aujourd'hui à une remise en question et l'idée de, à défaut de réussir, au moins ratons mieux en faisant un bilan critique de l'autonomie telle qu'aujourd'hui on l'entend, en tout cas en France, dans les cercles que moi je peux fréquenter. En disant ça, est-ce que selon toi, au moment où tu refermes le livre, pourrait-on dire, bon, bah, du passé faisons table rase, le monde reste à réinventer, partons sur une base nouvelle, une base neuve, une organisation neuve qui se confronte et au quotidien et au moment disons, voilà, spectaculaire de la manifestation. Donc que ces deux courants-là s'interpénètrent et se nourrissent l'un l'autre. Ou est-ce que selon toi, il y a tout de même un héritage à conserver et sur lequel, qui puisse servir de socle, sur lequel on construise quelque chose? Et je pense notamment, voilà, à des textes comme la synthèse anarchiste de Voline, par exemple, qui également tend à dire créons des convergences plutôt que des divergences. Oui, c'est très intéressant. Donc il y a deux choses. Il y a deux choses qui finalement rendent les deux options de ton alternative crédibles, mais à différents niveaux ou milieux. C'est-à-dire que je commence par la dernière chose que tu as dit. Effectivement, il y a des milieux sur lesquels j'appartiens, alors soit qui sont vraiment engagés dans la pratique, soit qui discutent, soit qui font les deux, où la tradition révolutionnaire, la tradition théorique, discursive et aussi une certaine mémoire de lutte a son importance, où on ne peut pas se départir d'un certain nombre de souvenirs, soit d'échecs, soit de réussites, soit d'expériences particulièrement joyeuses ou décevantes, et où donc
un certain sens de la tradition et à conserver, à discuter, comment dire, à critiquer régulièrement. Ce à quoi moi je tiens, c'est-à-dire justement dans le bouquin, je dis que la question c'est de dépasser l'autonomie par le haut, pas juste de faire table rase de cette expérience-là et de revenir. Alors aujourd'hui, il y a tout un, je le vois beaucoup chez certains intellectuels français un peu plus connus que les autonomes. Il y a un revival léniniste, par exemple, et qui consiste à dire, bon, bah, vu que les autonomes n'ont pas marché, on va revenir au truc qui a marché. Enfin, est-ce que ça a marché? Enfin, moi, je veux dire, des réussites comme ça, j'en souhaite pas beaucoup. Et donc bon, il y a ce truc-là où moi, non, je tiens à la tradition autonome, je tiens à certaines expériences, notamment, j'insiste beaucoup dans le livre sur l'expérience des féministes et des homosexuels, notamment italiens. Sur certains aussi, notamment les mouvements des jeunes métropolitains, qui sont des trucs, hein, des expériences, des sensations que moi je vois, enfin, que je vis moi-même quand je suis dans la rue, à Paris ou ailleurs. Donc je pense qu'il y a dans tout ça quelque chose d'important en termes de souvenirs, de force, d'inspiration, mais qui ne saurait être perpétué, réalisé, pratiqué en appliquant telles quelles les pratiques qui ont été celles de l'autonomie. C'est pour ça qu'à la fin, je dis voilà, il y a des obstacles qui s'opposent à une application telle quelle, comme je l'ai dit. Et que la question est de dépasser ces obstacles en reprenant l'autonomie et en la dépassant par le haut. Ouais. D'accord. En mouvement dialectique, quoi. Dialectique de l'autonomie. Ouais, j'ai bien compris. As-tu été confronté, justement, lors de ton cheminement... Pardon? Attends, parce qu'il y avait une autre partie de la question. Ah, excuse-moi. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Donc je disais que voilà, ça c'était la partie de la réponse pour les milieux dits révolutionnaires, mais qu'après par contre, je vois une extrême vivacité chez des gens qui n'ont pas fait table rase parce qu'il n'y avait pas de vaisselle sur la table à dégager, notamment dans certains milieux, mais enfin, il y a les milieux écologistes certes, mais il y a aussi toute une galaxie en ce moment qui, à travers alors soit le discours collapsologique constitué, soit un affect collapsologique un peu qui traverse un peu l'époque, sans que ce soit médié par des discours ou des groupes organisés. Il y a vraiment une appropriation de pratiques qui viennent de l'autonomie, sans que ce soit forcément conscient. C'est-à-dire, à un moment donné, dans le livre, je dis, bon voilà, c'est comme les gilets jaunes qui faisaient de l'autonomie comme M. Jourdain parlait en prose, quoi, sans savoir. Bon, là, il y a un peu de ça, c'est-à-dire, je vois plein de vieux copains du lycée qui ont eu des parcours qui ne sont pas du tout les miens, qui ont bossé dans la pub, dans d'autres choses, et qui là, surtout avec le Covid et le confinement, sont dans une déviation complète d'aller s'installer à la campagne à plusieurs, prendre des fermes, enfin, qui ont été des courants qui ont pu s'incarner dans l'autonomie. Aussi repenser la lutte à leur échelle dans ces nouveaux milieux qu'ils essaient d'investir. Et bon, et donc là, je me dis aussi que une certaine lecture d'un bilan de ce qu'a été l'autonomie pourrait nourrir cette dynamique-là. Voilà pour répondre à la première partie de la question. Je te remercie, ouais. Dis-moi, alors justement, as-tu été confronté tout au long de ta réflexion des stéréotypes en fait concernant l'ultra-gauche? Parce que on sait, et on a pu le voir, les médias de masse, les médias bourgeois, la manière dont l'information est traitée, encore maintenant, avec notamment les Gilets jaunes et d'autres mouvements, le comité invisible, on en parlait tout à l'heure, on voit voilà, une information extrêmement biaisée qui est envahissante, hein, on essaie d'abonder pour ces billets du millefeuille. Est-ce que tu as été confronté à ça et comment est-ce qu'on échappe à cela et comment est-ce qu'on arrive à toucher des personnes qui, au devant de l'infobésité, de cette abondance d'informations, se trouvent bloquées dans des stéréotypes qui réduisent finalement les propositions que tu fais? Oui, il se trouve qu'en fait, j'ouvre en partie le bouquin là-dessus, sur la distinction ultra-gauche, autonomie et l'usage contemporain du discours ultra-gauche. Alors bon, en ce qui me concerne, en fait, pour échapper à la caricature, il suffit juste de lire la page Wikipédia de l'ultra-gauche. C'est pas bien compliqué. Quand on tape ultra-gauche sur Google, c'est certainement le premier résultat.
pour voir que l'ultra-gauche, c'est un courant du marxisme qui a existé essentiellement dans l'entre-deux-guerres, où il y a eu un peu une queue de comète, une traîne jusque dans les années 70, grosso modo, qui met en avant un fort ouvriérisme, une stratégie conseilliste, donc l'idée que la révolution, ce doit être des ouvriers à travers une grève générale expropriatrice qui gère les usines à travers des conseils démocratiques directs. Et en fait, quand on voit ce qui a été désigné ou ce qui s'est désigné comme ultra-gauche, c'est même pas, ou très peu, en tout cas dans la matrice du spartakiste, des groupes d'ouvriers, mais c'est des intellectuels qui ont écrit que la théorie révolutionnaire devait passer par là, ou en tout cas devait désigner ce type de processus-là, et qui, surtout sur la fin, ont dit, bon, bah nous, on n'est pas des ouvriers, donc on va pas le faire, on va se désengager. Et finalement, ça n'a absolument rien à voir avec la réapparition du syntagme ultra-gauche en France. Et alors, je ne sais pas en Suisse ce que ça a donné, mais en France, c'est complètement datable, c'est 2008, c'est l'affaire Carnac. On dit, Alliot-Marie dit, moi je m'en souviens, j'avais 15 ans et je rentrais du lycée et j'ai vu ma télé à ce moment-là. Enfin, j'allume la télé en rentrant du lycée, je vois Alliot-Marie, je vois la tronche de Julien pas pour la première fois, etc. Et on a Alliot-Marie qui dit un bougie-bouga du genre ultra-gauche, anarcho-autonome, situationniste, ce qui ne veut absolument rien dire. Vraiment le premier politologue s'étranglerait en entendant ça. Ce qui a eu, je pense, des effets, parce que moi, le premier, donc j'avais 15 ans, j'entends ça, je vais taper sur Google ultra-gauche, anarcho-autonome, situationniste, je découvre des textes, et j'ai vrillé. Et donc, merci à Alliot-Marie, d'une certaine façon. Mais bon, donc tout ça pour dire que oui, effectivement, il y a ce délire-là, qui continue, qui est encore, et là en France, c'est dingue, je veux dire, il y a une de journal tous les 3 mois sur le retour de l'ultra-gauche, les grands méchants, c'est le vrai mal qui menace la société. Enfin voilà, il y a un truc dont il y aurait une super thèse de sociologie des médias à faire sur c'est quoi l'enjeu qu'il y a derrière. Moi, je ne saurais pas l'analyser, à part qu'il joue sur une peur sédimentée depuis 2008 autour de ce syntagme-là. Ça sert beaucoup à discréditer aussi, c'est-à-dire quand il y a eu les gilets jaunes, on a dit « Ah là, c'est l'ultra-gauche qui a la manœuvre ». Alors que bon, moi j'ai vu ce qu'ils appelaient ultra-gauche dans les cortèges, ils n'étaient pas bien brillants par rapport à des gars qui étaient vraiment des ouvriers, qui avaient des corps, qui n'étaient pas des corps d'intellectuels, quoi, et qui, quand ils allaient au combat, c'était autre chose, quoi. Et donc bon voilà, donc moi du coup, il se trouve que ça fait longtemps que j'arrive à peu près à faire la part des choses dans ces discours-là. Enfin, finalement, je l'ai fait dès que le discours est apparu en 2008. Et donc, du coup, j'ai pu m'appuyer d'emblée, bon après, pas 2 minutes, ça fait plus de 10 ans maintenant, j'ai pu m'appuyer d'emblée sur une littérature qui fait l'impasse sur cette question-là, qui sait à peu près ce que c'est qu'autonomie, ce que c'est qu'ultra-gauche, et qui donc décrit chacune selon ses mérites et à juste titre, quoi. Ouais. L'hypothèse autonome. Que j'ai oublié. Excuse-moi. Non, je te dis, il y avait peut-être une fin à ta question à laquelle j'ai oublié de répondre. Non, là, tu as fait le tour. Ouais. Okay. Alors, on va arriver au terme de l'entretien aussi parce qu'effectivement, on a un son. Déjà. Ouais, parce que on est à 30 minutes et puis, tu sais, je m'aperçois que le son est quand même vraiment pas bon et je pense que ça va être fatigant pour les gens qui vont écouter d'être, tu vois. Mais on va terminer par... alors voilà, déjà, Caro, est-ce que tu as des questions ? Oui, moi j'aurais une question. Quelle est l'importance de la pensée dans les mouvements anticapitalistes ? Est-ce que c'est indispensable que toutes les personnes qui veulent s'engager aient un bagage littéraire et philosophique ? Est-ce que le militantisme doit s'accompagner de la théorie ? Ou est-ce que seulement certaines personnes qui ont une connaissance, ont un bagage philosophique, ça suffit ? Écoute, c'est une question très importante parce que justement, c'est... Alors là, il y a le bruit de fond. Ah pardon, j'entends. Donc, je disais oui, c'est une question très importante parce que justement, c'est le problème. C'est-à-dire que on a des... il y a un peu de fond ailleurs. Moi, je vais éteindre aussi, mais... Bon, moi, ouais. On est bon ? Alors, si jamais on n'est pas bon, mets-le-moi dans le chat. Oui. Donc, je disais que oui, justement, c'était le problème parce que quand on regarde un mouvement social aujourd'hui,
On va pas prendre on va prendre 2016, ou bien les débuts du mouvement social contre la réforme des retraites il y a un an. Dans les cortèges, il y a les gens qui sont derrière les syndicats, donc qui vivent leur mouvement social aussi. Il n'y a pas que les autonomes qui vivent des mouvements sociaux, qui sont des travailleurs, sont là parce qu'ils ont intérêt à être là, ils ont intérêt à s'opposer à la réforme, ils ont intérêt à leur échelle à se syndicaliser. Après, bon, il y a toute une critique du syndicat qui est une autre histoire. Mais finalement, la théorie révolutionnaire, surtout dans ces développements les plus abscons, ils s'en foutent pas mal, et à juste titre. Et à côté de ça, il y a effectivement des gens, que moi je côtoie beaucoup, qui ont... c'est très compliqué, c'est-à-dire qui aiment la théorie, mais qui parfois ne comprennent pas que c'est juste un hobby, et pas quelque chose qui est central dans les mouvements révolutionnaires. C'est-à-dire que ce qui est central dans les mouvements révolutionnaires, c'est la pratique, c'est les corps. Beaucoup plus encore que les discours. Et qu'il y a, je pense que ça pollue beaucoup d'une certaine façon, un trop-plein d'énonciations théoriques adressées à des jeunes militants qui souvent sont étudiants en fac de lettres et qui a tendance à écraser vraiment l'action en cherchant beaucoup à normer les mobilisations, en tout cas de ces jeunes étudiants, c'est-à-dire des fois, si tu as des trucs où des étudiants se mettent en grève parce que voilà, et se mettent en grève, c'est-à-dire bloquent la fac, et il y a des militants hyper ouvriéristes qui viennent les voir, qui leur parlent dans un langage qu'en plus, c'est des niveaux de marxologie rarement atteints, que même moi j'ai du mal à comprendre, et que les étudiants qui sont en L2 ou L3 ne comprennent pas, et leur disent que finalement leur mobilisation n'a rien à foutre parce que les étudiants ne participent pas à la production de valeur et que du coup il serait mieux d'aller soutenir les ouvriers à côté. Bon, et là il y a un gros problème dans... alors, je ne me rends pas compte, il y a une sociologie à faire aussi de combien est-ce que cette prétention à l'avant-gardisme à travers une maîtrise théorique très forte, donc quel rôle est-ce que ça joue réellement dans les luttes. Mais en tout cas, effectivement, pour répondre plus directement à ta question, est-ce qu'un militant doit faire ça, justement, j'ai l'impression que ces positions-là, ces énoncés-là, ces discours-là, produisent l'idée qu'un militant doit faire ça. Et donc, ça peut soit bloquer beaucoup de parcours de mobilisation, soit se dégager comme un surmoi, où du coup, il n'y a plus rien de spontané et d'un peu désirable. On me dit que mon microphone fait du bruit. Et donc voilà, donc ça pour dire, ça prend parfois un tel poids que ça écrase la spontanéité et le désir de certains mobilisés. Est-ce que je réponds à ta question en disant ça? Il y a rien de désolé. Vas-y, j'arrive à comprendre. Est-ce que c'est possible de démocratiser la théorie, de rendre la théorie plus accessible à un public qui a peut-être moins le temps ou moins l'envie d'avoir une pensée vraiment très très poussée? Ou est-ce que vulgariser la théorie, ça la rend trop simple et inutile finalement? Il y a deux questions, c'est-à-dire est-ce que c'est possible et moi je rajoute, est-ce que c'est accessible désirable à tout le monde? C'est-à-dire que... Oui, j'entends. Mais du coup, voilà, donc deux questions pour moi, c'est-à-dire est-ce que c'est possible de rendre accessible à tout le monde, et ensuite, moi je rajoute ça, est-ce que c'est désirable? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible? Il y a, je sais pas, je pense qu'il y a par exemple, je connais une version abrégée du Capital de Marx, qui est vachement bien, qui est vachement facile à lire. Je ne sais pas trop quel impact elle a, si vraiment elle rend accessible la théorie marxienne. Moi, dans le bouquin, j'ai vraiment essayé beaucoup, mais aussi parce que moi, j'ai un background sociologique qui fait que j'ai une trajectoire où je viens plutôt de classe moyenne inférieure et pas très intellectuelle. Et donc, j'ai atterri là où j'ai atterri. Et du coup, pas tellement quand j'écrivais, parce que j'écrivais de façon assez spontanée, mais quand je relisais le bouquin, je me disais, oh là là, mais si j'écris ça, en fait, mes copains de lycée et ma mère vont rien comprendre et c'est un scandale, ça m'emmerde. Donc, j'essayais, mais pas tellement par volonté, mais par sensibilité à l'égard de tout ce milieu-là, de faire que la théorie que je présentais soit accessible. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, j'attends justement les retours sur le bouquin. Mais après, je me dis qu'il y a deux façons de s'approprier la théorie quand on n'a pas fait une thèse en philo.
il y a une façon où vraiment on essaye de... il y a beaucoup d'autodidactes, c'est très bien, de coller aux théories telles qu'elles sont énoncées. Donc, je parlais de Marx, donc lire Marx, et vraiment faire un travail de formation autodidacte. Bon, il y a parfois des dispositifs aussi d'éducation populaire qui peuvent le permettre. Et après, il y a aussi une façon qui est très importante, je pense, qu'avant finalement la problématique de l'hégémonie culturelle posée, qui est la question de, il y a plein de formes artistiques, culturelles, etc., de mouvements aussi, qui permettent de faire s'infuser la théorie, sans que forcément les gens aient les mots, mais ils ont au moins, ils n'ont pas la lettre, mais ils ont l'esprit. Et par exemple, alors j'en parle dans l'entretien avec un copain, là récemment, pour plein de raisons différentes, j'étais amené à lire Houellebecq. Bon, j'en fais pas une gloire personnelle, mais et j'étais par exemple très très frappé par la façon dont il arrive à rendre très accessible, très agréable à lire, une théorie antilibérale de droite, parfois très pointue, mais en fait on s'en rend pas compte. Et Houellebecq, c'est, je sais pas, plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus, donc des gens qui en masse ont tous approprié ça, et en plus ça a nourri le populisme de droite qui va en poupe depuis, qu'elle va en poupe depuis une dizaine d'années. Au moins, je veux dire, il y a cette façon-là de faire aussi que les milieux radicaux, par péchant par intellectualisme, ont rejeté. Mais qui aussi, alors le comité invisible essaye un peu de faire, je pense, à faire une autre façon de faire de la théorie, mais je pense qu'il peut y en avoir d'autres. Moi, c'est juste que je fais très bien ces écrits. Mais voilà, il y a d'autres façons aussi de faire le roman, l'art, des écrits plus sensibles, comme ce dont je parlais. Voilà. Après, est-ce que c'est désirable? Je ne sais pas, quitte à faire de l'anti-intellectualisme qui me touche moi-même. J'ai l'impression que justement, les mouvements d'appropriation de l'autonomie sont, on l'a vu ces dernières années, notamment en 2018 avec les Gilets jaunes, beaucoup plus puissants quand ils sont soutenus par aucune théorie préalable. Sinon par un air du temps ou quelques mots-clés un peu flous. Mais je pense qu'on n'aurait pas eu les Gilets jaunes si 200 000 personnes avaient lu Marx ou autre chose. Donc bon voilà, je ne sais pas si forcément le fait d'inviter tout le monde de théorie est très désirable pour qu'il y ait des révoltes et des mouvements. Après je dis ça, mais bon, moi mon analyse dans le bouquin justement c'est que les Gilets jaunes ont perdu et que, alors bon, on pourrait dire aussi que peut-être s'ils étaient un peu plus imbibés de certaines références théoriques, ils auraient pris les mains, pris en main les choses autrement. Mais bon, c'est des conjectures. Voilà. Est-ce que tu es confiant par rapport à l'avenir? Est-ce que tu penses que les mouvements contestataires vont devenir de plus en plus forts, de plus en plus peut-être popularisés, ou est-ce que ça restera toujours des mouvements radicaux, peut-être marginaux? Non, moi je suis très peu confiant, mais après c'est peut-être aussi une sensibilité personnelle. Sachant que je suis confiant dans le fait que je vois 1000 petites micro-désertions chez des gens qui n'étaient pas forcément candidats à assumer ce type de changement radical de mode de vie. Il y a des travaux, je les cite un peu tout le temps là, dans les entretiens que je fais, mais les travaux de Cyprien Tassé, qui a des SET sur les collapsologues et sur le changement de mode de vie chez certains collapsologues qui sont très intéressants. Et il y a un truc où moi je le vois se multiplier. Mais bon, du coup, c'est pas des mouvements, c'est des reprises en main, c'est-à-dire c'est des formes de vie sans forcément des formes de lutte. Et c'est des reprises en main microscopiques, micropolitiques, dont on voit mal encore qu'est-ce que ça va provoquer comme changement social d'ampleur, sinon à l'échelle de ces réseaux-là. Mais bon, je vois ça, voilà, de façon assez enthousiaste en tout cas. Après, par contre, je pense que la dynamique du mouvement social tel qu'on l'a connu est vraiment groupée du fait que, alors il y a des limites internes ou des raisons internes intrinsèques à cette dynamique-là qui provoque son grippage, mais surtout il y a un sursaut de répression
dont on se rend même pas compte de quelle ampleur il a et de quelle ampleur il peut atteindre dans les prochaines années. L'antirépression, c'est pas juste les flics, c'est pas la vidéosurveillance, mais aussi la surveillance cybernétique, autour de la technologie, qui est une répression qui va au-delà de la répression des mouvements sociaux, qui est aussi une répression des désirs, de l'attention, etc. Bon, et donc voilà, il y a un truc, vous savez, il y a cette idée chez Foucault où il dit voilà, les usines ont produit des mouvements de masse parce que c'était des concentrations ouvrières de masse. Sauf que, dit Foucault, en étant des concentrations ouvrières de masse, c'était aussi des concentrations du pouvoir de contrôle. Et du coup, on pouvait plus facilement concentrer les concentrations ouvrières. Et là, j'ai l'impression que les mouvements de masse, le pouvoir est arrivé à un tel niveau qu'il peut très facilement les contrôler. Les contrôler en tant que manifestation, les contrôler dans la vie privée des participants. Donc bon, ça rend la question des mouvements de masse et la façon dont, depuis 2 siècles, l'idée révolutionnaire était liée à la question des mouvements de masse. Donc ça rend cette liaison-là très problématique, sinon caduque. Voilà, j'ai pas de réponse après, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses sur le séparatisme, et qui donc du coup pose la question du changement social d'une autonomie réformiste radicale, dans laquelle moi je ne me reconnais pas du tout, mais peut-être aussi par tradition de pensée. Voilà, il y a plein d'autres chemins différents que celui du mouvement de masse qui est en ce moment en souffrance. Voilà. Merci. On va arriver doucement au terme de l'entretien. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui t'a habité, quelles intentions étaient les tiennes au moment où tu commences à rédiger le livre, et à la fin, une fois que tu as terminé ce travail-là, sont-elles restées les mêmes ou ont-elles varié? Alors justement, c'est très très intéressant. Et c'est très intéressant parce qu'en plus j'ai beaucoup parlé de ça avec des copains. Là, il y a un entretien qui va sortir sur Acta où je reviens dessus. Sur le fait qu'initialement, donc je disais voilà, Amsterdam, et les gens qui animent Amsterdam sont venus vers moi pour me commander le livre. C'était en juin 2019 et c'était le moment où finalement tout ce que je décris en termes de grippage et du mouvement de masse et des milieux radicaux était un peu venu à bout de moi. C'est-à-dire que j'en avais vraiment marre. J'avais beaucoup de mal à prendre du plaisir à être dans des mobilisations autonomes, sinon à l'échelle de prendre des bières avec les rares copains que j'avais gardés de ces milieux-là et parler de ce qui se passait. Et donc, voilà, j'avais plutôt envie d'aller un peu me reconstruire personnellement et d'aller faire autre chose, en tout cas d'ouvrir une parenthèse, quoi. Et donc Amsterdam me propose d'écrire le livre. Donc je trouvais ça assez enthousiasmant, il était très sympa, donc voilà, je me suis lancé. Et donc bon, du coup très vite, je l'ai pris un peu de façon problématique, étant donné ce ressenti-là que j'avais, et aussi, ce ressenti, aussi la situation objective des mouvements autonomes contemporains et des autonomes politisés contemporains. Je me suis dit, bon, je ne peux pas faire un bouquin d'éloge, je ne peux pas faire un bouquin d'encouragement. En revanche, initialement, voilà, j'étais un peu parti de l'idée, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé de matériaux sur la question, de matériaux historiques, c'est-à-dire les archives. J'étais un peu parti de l'idée de me dire, bon, il y a peut-être un truc à dessiner en forme de déclin, c'est-à-dire il y a un mouvement très enthousiasmant au début, et qui se pétrifie, se répète, et connaît finalement le destin de beaucoup de mouvements historiques. Bon, donc, il y avait un petit côté de ça au début, écrire un déclin, et tout s'appelait grandeur et décadence de l'autonomie, et en fait, très vite, parce que je relisais du Guattari, notamment ses écrits sur l'autonomie à Bologne, et en lisant d'autres choses de Guattari, qui est un auteur que j'aime beaucoup, je tombais sur ce qui maintenant est la phrase d'ouverture du livre, c'est cette idée qu'on ne peut pas expliquer la décadence comme des événements malencontreux et accidentels, mais qu'il y a des vices d'origine, des limites intrinsèques posées dès le début, qu'il faut remonter à ça. Et donc ça fait que très vite, donc ça fait qu'après j'ai réécrit les premiers chapitres,
J'avais écrit avant de faire cette réflexion-là. Je me suis un peu plus attaché à, à ce qui, dès le départ, était potentiellement porteur d'une défaite, d'un échec, de limite donc interne au mouvement, en m'attachant plus que dans d'autres sommes qui étaient sur la question aux frustrations énoncées dans le mouvement, aux déceptions, aux conflits internes, à de quoi était porteuse telle minorité qui n'a pas été écoutée ou qui n'a pas pris l'ascendant. Et est-ce que c'était pas mieux d'une certaine façon, qu'est-ce qui a fait que cette majorité qui s'est constituée à un moment donné, qui a orienté le mouvement, a mené à son échec. Enfin bon, j'ai eu toute cette relecture-là en termes de bilan critique, et donc de bilan critique de l'origine même, et non pas du développement. Voilà pour ce que ça répond. D'accord. Caro, une dernière question? C'était très complet. Alors, moi j'en ai une toute dernière, parce on parlait des formes de résistance au devant de ce à quoi on assiste et des prochains temps. Alors, c'est une question, c'est juste pour ouvrir le truc, et bien entendu qu'on ne va pas y répondre, mais ça va nous permettre d'inviter les personnes à se rendre justement à la rencontre du Silure. Toi-même, qu'est-ce qui t'habite lorsque tu observes le monde qui nous entoure? Est-ce que, ainsi que, moi j'avais envie de citer Damasio, parce que cette notion d'îlot et d'archipel de résistance me paraît extrêmement intéressante, là où justement tu soulevais le point de mouvement de masse ou de mouvement épars, tu vois, ça pourrait être peut-être également une stratégie finalement. Et puis la deuxième chose, c'est quelle lecture fais-tu de, par exemple, ce qui se passe en ce moment au Rojava ou dans d'autres espaces géographiques, que ce soit le Mexique avec les zapatistes ou d'autres lieux? Est-ce que là, tu y vois également des formes d'hypothèses autonomes qui ont cours? Ok, oui, c'est une vachement bonne question. Alors, j'aime beaucoup l'expression de mouvement épars, par liaison. Je vais la travailler, je trouve ça vraiment bien comme d'ailleurs, les départements, tout ça. Je vous remercie, je me le note. Et qu'est-ce qui m'habite? C'est un peu comme je l'ai dit dans le bouquin, c'est-à-dire que un peu comme d'autres, ou en tout cas des écrits dans lesquels j'ai pu me reconnaître en relisant des choses d'autonomie, beaucoup de dégoût et de tristesse par rapport à l'organisation dominante du quotidien telle qu'elle peut être imposée à l'immense majorité de la population, et y compris, moi-même, quand je dois faire des trucs ordinaires à la salle, dans Paris, les courses, je sais pas quoi, beaucoup de dégoût et de tristesse. Et en revanche, des épiphanies, que ce soit dans certains mouvements, certaines expériences dans certaines situations, qu'elles soient politiques ou non, qu'elles soient amicales ou subversives ou en action. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai l'impression que c'est aussi ça la dynamique de l'autonomie, c'est-à-dire à un moment donné, il y a ce que dans le livre j'appelle extranéité, c'est-à-dire au sens des valeurs, des situations, des vécus, des affects qui semblent être extérieurs à l'organisation dominante du monde. Et donc toute la question est comment mettre en branle pour qu'elle l'emporte, comment mettre en branle cette extranéité pour qu'elle finisse par l'emporter. Donc les autonomes m'ont répondu d'une certaine façon. Moi je ne sais pas trop comment y répondre actuellement à mon échelle. Mais voilà, donc il y a quand même une contradiction. Peut-être que pas la contradiction des marxistes entre force productive et mode de production, mais en tout cas entre certains vécus et certaines situations, certaines contraintes matérielles. Donc moi je vis, que je vois que d'autres vivent, et que la plupart des gens ne vivent pas de façon forcément politisée. C'est une question, qu'est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on touche les gens, que ce soit mis en branle, qui leur paraît mieux que le monde. Alors, je connais assez mal les exemples dont tu as parlé, et en fait, je veux dire que vraiment, mais c'est mon défaut, je le reconnais, je vais le réparer un jour. Pour l'instant, de fait de mes travaux d'historien ou d'autres choses, je me suis surtout intéressé aux questions européennes,
Je n'ai d'échos, enfin je n'ai que des échos des fonds de Rojava, qui sont du Mexique, pas du Chiapas, où oui, effectivement, absolument, il y a quelque chose qui joue. Alors je connais mieux Chiapas, il y a quelque chose de très intéressant, d'après ce que j'ai compris, notamment en lisant Jérôme Bachet, cette idée que l'insurrection Zapatis avait donné lieu à une société duale, c'est-à-dire que les Zapatistes avaient réussi dans le long terme à s'installer comme autant de brèches dans le tissu du pouvoir local mexicain. Ils avaient leur fac, ils avaient leur réseau, etc. Ce qui pose aussi, on revient à ce que je disais tout à l'heure, la question révolutionnaire d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas renversé le pouvoir local, du coup il faut habiter avec lui, non sans conflit, en tension, ce qui est quelque chose justement que l'autonomie a pu expérimenter. À un moment donné, je dis l'autonomie finalement, c'est pas le fait de réaliser quelque chose de parfaitement autonome, mais c'est le fait d'introduire une tension vers l'autonomie. Donc eux ont réussi. Le Rojava, d'après ce que j'en connais, a visiblement, alors là bon, la situation est un peu plus complexe, géopolitiquement, militairement, mais bon, a visiblement réussi à passer de la tension à un état de réalisation territoriale qui plus est, donc qui est quand même un cran au-dessus du Mexique, mais bon, qui visiblement a fait que ça a gêné beaucoup sur la scène internationale à cet endroit-là. Et bon, alors j'espère que ça va tenir, mais bon, c'est un peu ardu quoi, comme situation, c'est un peu précaire. Ouais. Voilà, j'avais un truc à dire, mais j'ai oublié, ça va peut-être me revenir. Bah écoute, c'est pas grave, hein, ça peut effectivement revenir. Je voulais... Non, ça me reviendra peut-être samedi prochain. Exactement. Et d'ailleurs, eh bien j'allais le rappeler, donc l'hypothèse autonome, un livre de Julien Alavena, paru aux éditions Amsterdam, et la présentation du livre, donc en ta présence, hein, ce sera au Silure, à Genève, 3 Sentiers des Saules, le 26 septembre prochain, à 20h. Voilà, alors en tout cas, on se réjouit de découvrir eh bien, ta lecture de ton propre livre et de pouvoir continuer de te questionner, parce que des questions, il y en a encore beaucoup. Je suis absolument désolé pour la qualité du son de ce soir, je sais pas pourquoi, c'est un peu problématique, on va voir si on arrive à rétablir un peu les trucs, mais je comprends qu'à l'écoute, ça nécessite du coup un gros effort. Du coup, bah voilà quoi, on a fait comme on a pu en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, je te remercie beaucoup. Bah, c'est moi qui vous remercie. Je pense que le but du son est certainement lié au fait que justement dans ma tension envers l'autonomie, je pirate le wifi du café à côté de chez moi et donc ça m'évite de payer. Je dis ça en sachant que le patron va certainement pas écouter cette émission. Mais donc bon, le son est peut-être dû à ça, donc voilà, je suis désolé. Bah non, bah c'est pas grave, on a fait comme on a pu. J'espère vous voir en vrai oui. Samedi du coup. Tout à fait. Bah c'est clair, le 26 prochain, le 26 septembre, au Silure ici à Genève, on se réjouit de te rencontrer en tout cas.